Bonjour, donc dans cette présentation, ce que je voudrais montrer, c'est finalement pour moi deux choses qui changent notre rapport au climat. C'est d'une part la connaissance des climats passés, qui permet de connaître la variabilité naturelle à long terme du climat, qui permet de situer les changements actuels dans un cadre long, et puis la capacité à anticiper, à dessiner des images imparfaites, mais informatives, des évolutions futures possibles, celles-ci étant particulièrement dépendantes des choix collectifs que nous ferons ou que nous ne ferons pas par rapport à nos rejets de gaz à effet de serre. J'ai repris pour démarrer cette illustration de Bill Rudiman, qui est un paléocéanographe qui s'intéresse à cette question de l'Anthropocène du point de vue des sciences du climat, c'est-à-dire depuis combien de temps l'humanité joue-t-elle le rôle d'une force agissant sur l'évolution du climat à l'échelle globale. Et puis cette figure reprend sur un temps long, plus de 10 000 ans vers le passé, un certain nombre d'aspects par lesquels l'activité humaine a entraîné des conséquences à long terme. On a parlé déjà tout à l'heure des extinctions de la mégafaune, de la mise en place des sociétés sédentaires, de l'élevage, de l'agriculture, de son impact local, des défrichages de forêts à grande échelle. L'activité humaine agit aussi sur l'érosion des sols, elle en laisse de nombreux vestiges. Et si vous regardez dans la littérature scientifique avec le mot-clé Anthropocène, vous voyez déjà plus de 100 publications chaque année, souvent justement par rapport à cette période des derniers millénaires où les archéologues, les géologues, les historiens trouvent déjà localement, régionalement, les indices multiples laissés par l'influence humaine. Mais là où on change de dimension, c'est lorsque l'influence humaine s'exerce, pas uniquement localement ou régionalement, mais elle agit sur l'équilibre des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, soit à travers les propriétés des sols, soit à travers les particules de pollution, soit à travers le rejet massif de gaz à effet de serre, avec un débat qui existe dans la communauté scientifique vis-à-vis du début de la période à partir de laquelle l'influence humaine est discernable dans l'évolution de la concentration atmosphérique en méthane, en dioxyde de carbone, et puis également la période à partir de laquelle, à grande échelle ou à l'échelle locale, on discerne une influence humaine dans l'évolution même du climat. Beaucoup des éléments dont on dispose proviennent d'archives naturelles du climat. Je vous montre ici une petite tranche d'une carotte de glace prélevée en Antarctique par des collègues britanniques ici. Et dans ces glaces, on a des informations sur le climat local, loin des zones habitées généralement, et on a également une information sur la composition globale de l'atmosphère, puisque les gaz à effet de serre ont la propriété de rapidement se mélanger, et donc d'avoir une mesure locale à une pertinence à l'échelle planétaire. Alors vous voyez, pour moi, en fait, c'est ça l'Anthropocène. C'est cette évolution de la teneur en haut en dioxyde de carbone, en bas au milieu en méthane et puis ensuite en oxyde nitreux, 3 gaz à effet de serre. 3 gaz à effet de serre présents naturellement, on le voit ici sur la période des derniers 2000 ans avec un zoom sur l'ère industrielle. Des fluctuations avant 1750 qui sont modestes, qui sont dans la gamme des variations mesurées antérieurement souvent. Et puis cette augmentation qui est extrêmement nette, à partir du début du XIXe siècle, une accentuation dans les années 1950 et même pour le dioxyde de carbone, une accélération sur les derniers 15 ans. On va héberger en France à la fin de cette année la COP21, la 21e réunion des représentants des 196 parties de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Vous voyez pour l'instant qu'en termes d'évolution de la composition atmosphérique, le résultat des 20 réunions précédentes n'est pas perceptible. Ce que je veux également mentionner, c'est qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de cette évolution de la composition atmosphérique, tout n'est pas sans précédent. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de situer cette perturbation dans le temps long. La première approche rétrospective, on peut la situer par rapport aux variations glaciaires interglaciaires des derniers 800 000 ans, pour lesquelles on a des informations précises, aussi bien sur l'évolution du climat, du niveau des mers, que sur l'évolution de la composition atmosphérique. À cette échelle de temps-là, le moteur des variations climatiques, c'est la trajectoire, les caractéristiques de l'orbite de la Terre autour du Soleil.
Cela agit sur le climat agit sur le cycle du carbone et en particulier la capacité de l'océan à stocker ou relâcher du dioxyde de carbone par un ensemble de mécanismes. Et vous voyez donc à cette échelle des derniers 800 000 ans les variations d'un des paramètres liés à l'orbite de la Terre, les variations du niveau des mers qui marquent la succession de ces grandes glaciations. Ici, la reconstitution des changements de température en Antarctique, et puis là, les variations de la teneur en méthane, de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. À cette échelle de temps-là, la perturbation actuelle, la teneur en dioxyde de carbone atteint cette année autour de 400 parties par million. Vous voyez qu'on sort complètement, en termes d'amplitude, en termes de vitesse, de la gamme de variations de la teneur en gaz à effet de serre dans le passé. Un point également à retenir, c'est qu'à cette échelle de temps-là, les plus grandes variations climatiques que notre espèce Homo sapiens a connues depuis 200 000 ans, ce sont ces variations glaciaires interglaciaires en moyenne autour de 5 degrés à l'échelle planétaire, parfois beaucoup plus localement. Et le rythme de ces variations était, pour les plus rapides, par exemple lors de la dernière glaciation, de l'ordre de 1 degré par 1000 ans à l'échelle planétaire. Ce sont des points clés pour situer quels sont les enjeux vis-à-vis des évolutions futures possibles du climat. On peut aller même plus loin à l'échelle géologique et on dispose à l'aide de sédiments marins d'estimations de la température moyenne au fond des océans, ici sur par exemple 65 millions d'années, et puis des estimations indirectes via l'effet de la teneur en gaz à effet de serre sur la chimie des océans, sur le fonctionnement des plantes, sur les caractéristiques des sols. On peut estimer les variations sur le plus long terme de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La période récente, c'est une phase douce sur plusieurs millions d'années de variations glaciaires interglaciaires, donc qui est elle-même une phase relativement fraîche par rapport aux millions d'années précédents. Si on regarde en termes de composition atmosphérique, la dernière fois qu'on avait autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qu'aujourd'hui, c'est la période chaude du Pliocène, il y a un peu plus de 3 millions d'années. Sur le temps long, plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'années, ça correspond à un climat 2 à 4 degrés plus chaud qu'au XIXe siècle, un niveau des mers 10 à 20 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Si on laisse faire, si on utilise toutes les énergies fossiles qui sont disponibles en très grande quantité, encore maintenant, on pourrait atteindre une concentration atmosphérique en dioxyde de carbone supérieure à 1000 parties par million d'ici à 2100. On a déjà connu ça pendant ces périodes chaudes, il y a plusieurs dizaines de millions d'années, avec sur le long terme un climat très différent et en particulier une réduction très forte du volume des glaces continentales, un niveau des mers bien sûr beaucoup plus élevé. Deuxième volet, le climat qui change aujourd'hui et les travaux qui sont menés pour comprendre la cause des changements actuels. Voici une des estimations de l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre. Vous savez, l'indicateur, si on veut réduire le climat à un seul chiffre, c'est celui-ci qu'on va utiliser. C'est un indicateur imparfait, mais pertinent pour les habitants de la surface terrestre que nous sommes. Donc c'est exprimé en changement de température par rapport à la période 1970-2000, et vous voyez un léger réchauffement au début du XXe siècle, un palier, et puis cette grosse vague de réchauffement depuis les années 1970. Beaucoup de fluctuations d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. À cette échelle de temps-là, le climat réagit à essentiellement 4 facteurs. Les variations modestes de l'activité du Soleil, l'effet refroidissant des éruptions volcaniques explosives, les interactions entre l'océan et l'atmosphère. Par exemple, lors d'un événement El Niño, l'océan Pacifique équatorial ressort de la chaleur vers l'atmosphère et on a un record de température. Ce sera aussi le cas pour l'année 2015, puisqu'on a un tel événement fort qui se déroule. Donc, le dernier facteur, bien sûr, c'est l'influence humaine, et c'est sur ce point que je vais m'attacher par la suite. Ce réchauffement en cours, on entend souvent dire qu'il est finalement anecdotique par rapport aux variations antérieures du climat, ne serait-ce que pendant la période historique, disons les derniers siècles à millénaires. Nous avons de nombreuses estimations à partir d'archives indirectes du climat dans les armes, les lacs, les coraux, les sédiments marins, etc. Des variations, en tout cas de température, continent par continent, à l'exception de l'Afrique, pour l'ensemble des océans depuis cette année, et puis pour l'ensemble de l'hémisphère nord. Vous voyez le type d'estimation dont on dispose, on est ici sur les derniers 2000 ans. En comparant précisément l'ensemble de reconstitutions disponibles,
La conclusion est la suivante. Le réchauffement des derniers 30 ans, depuis 1980, il est exceptionnel. Il est exceptionnel même par rapport aux épisodes doux de la période médiévale, par son amplitude. Et il est aussi exceptionnel par sa structure spatiale, c'est-à-dire son caractère global, par rapport à des fluctuations antérieures qui n'étaient pas synchrones sur la plupart des continents. Donc ce réchauffement modeste en 0,85 degrés depuis 1900, c'est déjà une rupture par rapport à la variabilité naturelle du climat au cours des siècles précédents. Si on remonte sur le plus long terme, vous voyez cette tendance au refroidissement, et celle-ci, sur le long terme, elle est aussi liée, encore une fois, aux variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc toutes choses ne sont plus comparables à mesure que l'on s'éloigne vers le passé. C'est aussi le cas pour la montée du niveau des mers. Les 20 cm d'augmentation depuis le début du XXe siècle sont aussi une rupture par rapport à un niveau des mers relativement stable sur les quelques millénaires précédents. Avant, il a varié à l'échelle des glaciations de manière extrêmement importante. Alors l'indicateur qu'on utilise tous, il est imparfait parce que finalement le système climatique est en train d'accumuler de l'énergie et cette énergie, elle est répartie seulement à 1% par le réchauffement de l'air, 3% celui des sols, 3% cette énergie est transformée en fonte des glaces et la plupart de l'énergie s'accumule dans les océans qui jouent à la fois un rôle d'inertie et puis en même temps de mémoire puisque c'est ce réchauffement de l'océan qui va ensuite fournir de la chaleur sur le long terme à l'atmosphère et faire persister ce réchauffement dans la durée. L'influence humaine sur le climat, comment peut-on l'établir? D'abord, l'effet sur la composition atmosphérique. Ensuite, l'effet sur les échanges de rayonnement, sur le bilan d'énergie entre la Terre et l'espace. Et là, on peut comparer l'effet des variations de l'activité du Soleil, des éruptions volcaniques majeures, de l'évolution de la concentration en différents gaz à effet de serre, l'effet de l'usage des sols et l'effet de différentes particules de pollution et leurs interactions avec les nuages. Et vous voyez que la conclusion, elle est également claire. Sur la courbe en rouge, vous avez la somme des effets dus aux activités humaines. C'est le terme qui est devenu dominant depuis en gros le milieu du XXe siècle sur le bilan d'énergie de la Terre. Ce terme dominant, il est principalement dû à l'effet du dioxyde de carbone, secondairement celui du méthane, en partie compensé par l'effet refroidissant des particules de pollution. Donc une influence humaine claire sur le déséquilibre des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, le surplus d'énergie s'étant réparti, comme je l'ai décrit il y a une minute. Une influence humaine extrêmement forte également sur le cycle du carbone. Nous ajoutons dans l'atmosphère du dioxyde de carbone par les changements d'usage des sols, l'effet net entre la déforestation et la repousse des forêts. Nous en ajoutons une quantité bien plus considérable par la consommation d'énergie fossile et la production de ciment. Et vous voyez à nouveau cette accélération que j'ai mentionnée. Et puis, quel est le devenir de ce dioxyde de carbone qu'on rejette dans l'atmosphère? On en a une partie qui est absorbée par les océans, ce qui entraîne leur acidification avec des conséquences potentielles pour de nombreux écosystèmes marins. Une partie va être stockée sous forme de matière organique par la végétation, par les sols. Mais vous voyez que ces systèmes naturels n'arrivent chaque année qu'à absorber environ la moitié de notre perturbation. Et donc l'autre moitié s'accumule année après année dans l'atmosphère. C'est pour cela que le dioxyde de carbone est particulièrement préoccupant. Son importance sur les perturbations des échanges de rayonnement, son importance pour l'acidification des océans, et enfin le fait que cette fraction qui reste dans l'atmosphère chaque année fait varier le climat. Cette fraction, elle va y rester très longtemps. Les processus naturels qui vont petit à petit consommer ce dioxyde de carbone sont des processus liés à l'altération des roches, à la sédimentation. Ils ont des constantes de temps très longues, et donc on estime qu'une partie importante du CO2 qu'on met aujourd'hui dans l'atmosphère aura encore des effets sur le climat sur une échelle de temps de l'ordre du millier d'années. En 1990, les responsabilités, elles étaient simples. Ces émissions de dioxyde de carbone, elles étaient historiquement et ponctuellement principalement dues aux pays industrialisés, au premier rang desquels l'Union européenne et les États-Unis. La situation est complètement différente aujourd'hui. La responsabilité historique cumulée reste la même, mais les grands émergents émettent aujourd'hui autant de gaz à effet de serre à l'échelle des pays que les pays industrialisés, puisque dans le top 4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, on trouve la Chine,
les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde. Et c'est ce point qui est particulièrement critique par rapport à la construction d'un accord international sur le climat. Comment évaluer l'influence humaine, non pas sur la composition atmosphérique, non pas sur les échanges de rayonnement, mais sur le climat lui-même? On ne peut le faire qu'en utilisant une approche théorique. Donc cette approche de modélisation du climat, de construction d'une planète virtuelle, à partir des lois physiques telles qu'on les connaît, mais aussi à partir d'un certain nombre de simplifications pour pouvoir représenter les processus de petite échelle. Et ces simplifications sont bien sûr une source majeure d'incertitude. Donc ces modèles de climat sont une représentation imparfaite de la réalité. Et pour prendre en compte cette source d'incertitude, on va comparer les résultats de l'ensemble des modèles de climat qui existent pour évaluer ce qui est robuste, commun à tous les calculs, ou ce qui est dispersé, et donc pour lequel on aura des conclusions qui vont être beaucoup moins fortes. Alors ces modèles de climat, on les utilise pour simuler les grands changements climatiques passés et les comprendre, les climats chauds à l'échelle géologique, les climats glaciaires, également les petites fluctuations des derniers 1000 ans en réponse à l'activité du Soleil et des volcans. On les utilise également pour rejouer les variations récentes. Que se serait-il passé sur une planète s'il n'y avait eu que les facteurs naturels? Que se serait-il passé s'il n'y avait eu que l'influence humaine ou la superposition de tous ces facteurs? On peut les utiliser pour rejouer même un événement météorologique ponctuel. Que se serait-il passé pour cet événement de circulation atmosphérique si les océans ne s'étaient pas réchauffés en surface, s'il n'y avait eu pas davantage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Et c'est de cette manière que l'on peut donner sens à ce qui est observé pour évaluer la part de l'influence humaine, aussi bien sur les tendances de long terme que sur certains événements météorologiques ponctuels. Les conclusions sont les suivantes. L'influence humaine sur le climat global, elle est clairement établie. Vous avez en bleu les simulations si on n'avait que les facteurs naturels, par exemple pour le changement de température à l'échelle globale, et puis en rose, quand on ajoute l'influence humaine, et vous voyez que dans ce cas-là, on simule correctement l'amplitude, la structure du réchauffement qui est observé, ici présenté en noir. On ne peut pas représenter les variations d'une année à l'autre, les variations d'une décennie à l'autre, qui sont liées à la variabilité spontanée des échanges océan-atmosphère, mais on peut représenter ces tendances sur le long terme. Le fait que le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents qu'au-dessus des océans, l'accumulation d'énergie en profondeur dans les océans, dans tous ces termes, on discerne une influence humaine qui est déterminante déjà depuis une cinquantaine d'années. Alors ça, c'est le constat, je dirais, à échelle planétaire, et on l'a de manière similaire pour la réduction, par exemple, de l'enneigement, pour la réduction de la banquise arctique, pour la fonte des glaciers, la dilatation des océans et leur rôle pour la montée du niveau des mers. On a également une conclusion pour l'intensification des vagues de chaleur ou pour l'intensification des pluies torrentielles dans certaines régions. Mais la conclusion est à nuancer dès qu'on regarde l'échelle régionale et dès que l'on regarde d'autres variables comme les précipitations. Par exemple, voici une analyse similaire mais qui est menée continent par continent. Vous voyez par exemple ici pour l'Europe, l'enveloppe des simulations avec facteurs humains ne sort de l'enveloppe des simulations avec facteurs naturels seuls que depuis une trentaine d'années. Donc le moment où on discerne une influence humaine est beaucoup plus récent qu'à l'échelle planétaire. Donc les conclusions, elles sont claires pour l'évolution des températures à l'échelle de la plupart des continents, vous le voyez ici. Là où on n'a pas encore de conclusion clairement établie, c'est pour ce qui se passe autour de l'Antarctique, que ce soit pour la banquise, que ce soit pour le changement de température en Antarctique, ou même l'écoulement accéléré de certains glaciers côtiers de l'Antarctique. L'influence humaine, elle peut s'exercer de plusieurs manières dans cette région. L'effet de la diminution de la couche d'ozone qui modifie la circulation atmosphérique, qui a des effets locaux, l'effet de l'augmentation des gaz à effet de serre, et puis enfin une variabilité spontanée du climat dans cette région qui est particulièrement importante. Donc là, pas de conclusion claire pour le moment. Si on prend par exemple le réchauffement du Groenland, qui joue un rôle important dans sa fonte, on estime sur les derniers 30 ans que le réchauffement global est responsable d'environ un tiers de ce réchauffement au Groenland, et les 2 tiers, ce sont des changements de circulation atmosphérique dans cette région. La question suivante, c'est est-ce que le réchauffement global, est-ce que l'influence humaine sur le climat
modifie cette circulation atmosphérique, et pour le moment, on n'a pas encore de réponse claire. Vous voyez comment on arrive à essayer de discerner petit à petit le poids de chacun des facteurs et les questions qui restent ouvertes. Si on regarde les changements de précipitations depuis une soixantaine d'années, vous voyez une tendance à l'augmentation des pluies dans les régions, disons, tempérées ou froides, une tendance à la diminution dans les zones de climat méditerranéen, aussi en Afrique de l'Ouest. Il n'est pas toujours évident d'évaluer, d'attribuer ces tendances à l'influence humaine sur le climat. On est certain qu'il y a des modifications dues à l'influence humaine du cycle de l'eau planétaire, en particulier dans les régions de climat froid, l'augmentation des précipitations, des changements nets de salinité océanique, parfois beaucoup plus clairs, beaucoup plus faciles à détecter par rapport à la variabilité antérieure que la répartition plus hétérogène des précipitations. Donc, la difficulté, c'est que la variabilité spontanée de la circulation atmosphérique, de la circulation océanique dans les différentes régions est parfois dominante par rapport à l'influence humaine sur la répartition des précipitations. Et je répète ce constat qui est important, le renforcement de l'intensité de pluie torrentielle dans plusieurs régions, sachant que, comme pour beaucoup d'autres aspects, cette évolution du climat, elle s'ajoute à une augmentation des infrastructures, des biens et des populations installées dans les zones inondables, donc exposées à un aléa qui lui-même change. Pour les évolutions futures, on ne parle pas de prévision, on parle de projection, parce que l'évolution future du climat dépendra un peu de l'activité du Soleil, ponctuellement des éruptions volcaniques majeures, à court terme des interactions océan-atmosphère, et donc on parle de projection par rapport au poids de l'influence humaine sur le long terme, sur une échelle de temps de 30 ans ou plus. Pour évaluer les évolutions futures, quels sont les scénarios qui sont construits ? Différentes hypothèses sur la manière dont l'influence humaine va perturber les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. Alors, les scientifiques ne sont pas des poètes, donc ces termes RCP, ça veut dire Representative Concentration Pathways, trajectoire représentative de la concentration en gaz à effet de serre, en particules dans l'atmosphère. Donc les hypothèses qui sont explorées, c'est des scénarios de poursuite, de laisser-faire, de poursuite de la consommation d'énergie fossile, et puis une perturbation qui augmenterait au cours du XXIe siècle. Des scénarios de stabilisation à horizon milieu ou fin du siècle, et puis une trajectoire sobre en carbone, une trajectoire qui conduit à maîtriser la perturbation radiative à horizon 2030-2040. Ça, c'est la perturbation radiative. Comment est-ce que ça se traduit en trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone chaque année? Le scénario le plus haut, c'est un scénario où les rejets annuels de dioxyde de carbone continuent à augmenter jusqu'à la fin de ce siècle. Les scénarios intermédiaires sont des scénarios où on atteint un pic, soit à horizon 2050, soit à horizon 2080. Le scénario sombre, c'est un scénario où, au lieu d'augmenter année après année, les émissions mondiales de dioxyde de carbone se stabilisent rapidement dans les prochains 15 ans, et puis ensuite diminuent de manière très significative pour être quasi nulles à la fin de ce siècle. Alors, un élément de contexte, les engagements volontaires des différents pays qui ont été rendus publics en amont de la COP21 à Paris impliquent un ralentissement de l'augmentation des émissions à horizon 2025, à horizon 2030. Donc on n'est plus, si ces promesses sont tenues, dans une trajectoire de laisser-faire, mais on n'est pas dans une trajectoire de stabilisation telle que ces engagements sont disponibles aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de changement climatique ? Donc ça, c'est le réchauffement passé qu'on est capable de simuler. Dans tous les cas, un réchauffement qui se poursuit à horizon 2050. Dans le scénario sobre, une stabilisation pour un climat un peu moins de 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, et vous voyez qu'il reste à ce niveau-là pendant plusieurs siècles. Dans tous les autres scénarios, un réchauffement qui s'amplifie après 2050 et qui se poursuit dans les siècles suivants. Le scénario du laisser-faire, il correspond à un réchauffement supplémentaire de l'ordre de 4 degrés d'ici à 2100, et encore 4 degrés supplémentaires dans les siècles suivants, parce que le climat continuera à s'ajuster à une perturbation croissante. Donc il y a bien sûr, ça a été dit, une dimension inéluctable aux conséquences de l'influence humaine sur le climat. Le climat continuera à changer inéluctablement pendant au moins plusieurs décennies, mais l'ampleur du réchauffement au-delà de 2050 dépend des choix qui sont faits et des choix qui sont faits dans les années à venir.
Alors on peut dessiner différents aspects des conséquences de ce climat qui se réchauffe. Dans le cas de Sobre, une forte réduction de l'extension de la banquise arctique, mais qui persiste à la fin de chaque été. Dans le scénario de réchauffement important, un océan arctique libre de glace en été, mais qui se reforme en hiver, avec le mélange d'opportunités et de vulnérabilités que vous voyez se dessiner dans la géopolitique autour de cette région arctique. Des changements extrêmement importants pour les océans. Leur réchauffement en profondeur affectera la circulation océanique, le niveau des mers, mais aussi de nombreux écosystèmes marins, et si j'ai le temps, j'en dirai un mot tout à l'heure. Des changements extrêmement importants par rapport à la répartition des précipitations, par rapport aux événements extrêmes comme les vagues de chaleur, comme les sécheresses, avec des situations très contrastées. On s'attend donc à une augmentation en moyenne des précipitations dans les régions froides, dans les océans équatoriaux, et à l'inverse, une baisse des précipitations dans les zones de climat méditerranéen, du fait d'un changement de la circulation atmosphérique à grande échelle. Et pour une des régions qui est chère à Philippe Descola, par exemple, on est dans une situation où les différents modèles de climat donnent des résultats parfois contradictoires. C'est aussi le cas pour les changements dans la mousson d'Afrique de l'Ouest, et donc une vraie difficulté aujourd'hui à utiliser les informations disponibles pour fournir une image des futurs possibles suffisamment précise pour qu'elle puisse guider des politiques d'anticipation. Alors, il y a des travaux qui sont en cours pour mieux observer les processus à l'œuvre, pour mieux les représenter dans les modèles de climat, pour aussi tester ces différents modèles de climat qui n'ont pas les mêmes comportements par rapport à des périodes passées, pour arriver à informer le choix qui va être fait entre les différentes simulations qui existent vis-à-vis de la crédibilité de la représentation de ces processus. On s'attend à une augmentation très forte des vagues de chaleur, y compris en Europe de l'Ouest. On s'attend à une augmentation des sécheresses associées à des températures très élevées. Et quand vous regardez dans la littérature scientifique avec le mot-clé anthropocène, une des communautés qui l'utilise le plus, c'est la communauté qui s'intéresse au fonctionnement des arbres et des forêts. Ceux-ci sont particulièrement sensibles à l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, au stress hydrique. Et donc, il y a vraiment cette intégration que le fonctionnement des forêts aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a simplement une cinquantaine d'années. Et donc, il y a vraiment cette idée de gérer les forêts dans ce contexte, dans l'Anthropocène, avec tout cet enjeu qui est le temps caractéristique de la gestion des forêts, qui est celui du changement climatique, la durée de vie des arbres. Et puis, je voulais me parler d'incertitude, c'est un point important. Cette question de l'influence humaine sur le climat, elle demande à la communauté scientifique de fournir les éléments les plus précis, surtout pour informer le mieux possible les décisions, de manière à ne pas conduire à une mauvaise adaptation. Si on prend le changement de température à l'échelle globale, les sources d'incertitude à court terme, c'est la variabilité océan-atmosphère, et puis la dispersion entre les différents modèles de climat. Mais si on le regarde sur le plus long terme, ce qui est déterminant, c'est le scénario, c'est-à-dire nos choix. Si on prend l'évolution des températures en Europe en hiver, vous voyez que les scénarios ont moins d'importance qu'au départ, la variabilité spontanée, la trajectoire des vents essentiellement, la variabilité des courants de l'océan Atlantique, et puis sur le long terme, un poids qui reste très important dans la dispersion des réponses des différents modèles de climat. Et si on prend les précipitations en Europe et en hiver, vous voyez que même jusqu'à la fin de ce siècle, les sources d'incertitude, ça va être la variabilité spontanée du climat et la dispersion entre les différents modèles qui ne produisent pas nécessairement la même amplitude, la même vitesse de réaction. Et dans ce cas-là, l'information la plus utile en termes d'adaptation, c'est de connaître le mieux possible la variabilité spontanée du climat dans cette région sur le long terme, y compris en regardant la variabilité passée au cours des derniers siècles. En termes de niveau moyen des mers, on s'attend à une accélération dans tous les cas, à peu près 2 fois plus qu'au XXe siècle dans le scénario Sobre, 60 cm à 1 mètre dans les calculs existants à horizon 2100, dans le scénario laissé faire, avec beaucoup d'incertitudes sur le long terme. On sait qu'il existe des seuils de réchauffement pouvant conduire à une déglaciation sur le long terme du Groenland. De nombreux travaux récents montrent que certains secteurs de l'Antarctique peuvent être déstabilisés pour un réchauffement assez modeste, pouvant correspondre à un risque de plusieurs mètres de niveau des mers en quelques siècles.
les politiques, les représentants des différents gouvernements, dans leur grande sagesse, ont fixé un objectif en termes de politique climatique internationale, c'est de limiter l'ampleur du réchauffement à 2 degrés par rapport au XIXe siècle. Avec les 0,8 degrés de réchauffement actuels, on a déjà des impacts sur les milieux naturels en termes d'événements extrêmes, plutôt à l'échelle régionale. Plus le changement sera important, plus on s'attend à des impacts plus intenses, plus graves, plus généralisés et parfois irréversibles. Et il y a une énorme différence en termes d'impact entre un réchauffement de l'ordre de 2 et de l'ordre de 3 degrés, en particulier par rapport à la différence vis-à-vis de la variabilité antérieure et également vis-à-vis des limites des capacités d'adaptation pour les systèmes naturels ou pour nos systèmes humains. Un travail récent que je voulais souligner, c'est l'attention portée aux océans. Les océans ne sont pas représentés dans les négociations internationales. Une relation étroite entre, bien sûr, acidification des océans et émissions cumulées de dioxyde de carbone, avec une analyse comme celle que je viens de vous présenter, qui a été conduite pour différents aspects des écosystèmes marins, par exemple les mangroves, par exemple les récifs de coraux en région tropicale. Et vous voyez ici cette forte vulnérabilité des récifs de coraux pour un réchauffement, pour un changement modeste du climat et qui devient extrêmement critique dans les scénarios intermédiaires. Et puis pour terminer, un outil de diagnostic qui existe, c'est le lien entre les émissions passées, présentes et futures de dioxyde de carbone et l'ampleur du réchauffement à venir. Cette analyse, on peut la lire de la manière suivante. Si on veut limiter l'ampleur du réchauffement à 2 degrés, ça implique de ne pas rejeter plus de 3000 gigatonnes de CO2 en tout depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à aujourd'hui. On en a déjà rejeté 2000, dont la moitié au cours des derniers 30 ans. Ça veut dire qu'on ne devrait pas émettre plus de 1000 gigatonnes de CO2 à l'avenir, collectivement. Et ça représente entre 20 et 30 ans au rythme des émissions de 2014. D'accord ? Si on ne change rien, en 20 à 30 ans, on aura émis la totalité des émissions de dioxyde de carbone qui, sur le long terme, conduiront à un réchauffement de plus de 2 degrés. Alors, c'est difficile de conclure. Ce que je voulais mentionner, c'est l'influence humaine prépondérante sur l'évolution du climat global depuis 50 ans. Alors, le terme d'anthropocène, c'est un terme comme beaucoup d'autres. Il a pour moi le mérite de pointer la responsabilité humaine par rapport aux autres termes plus neutres comme changement climatique ou réchauffement climatique. Cette influence humaine, elle se superpose aux facteurs naturels qui seront encore déterminants, en particulier la variabilité des vents, des courants marins, à l'échelle régionale et à des échelles de temps de moins de 30 ans, avec des travaux en cours pour arriver à prévoir, non pas projeter, mais prévoir l'évolution du climat à l'échelle de la saison, c'est le cas avec El Niño, à l'échelle peut-être même de la décennie, en tirant parti du réseau d'observation des océans et de l'amélioration de l'intégration de ces données dans les modèles de climat. Vis-à-vis des politiques publiques par rapport aux enjeux du changement climatique, il existe en fait énormément de leviers à tous les niveaux, au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises, au niveau de la recherche et du développement, au niveau des particuliers, au niveau du système financier et économique, à la fois pour éviter les trajectoires de vulnérabilité et pour limiter l'ampleur du réchauffement. Cela étant, il existe également de nombreux blocages qu'il faudra surmonter. Ils s'expriment tous les jours, ces blocages. Et puis, la COP21, elle pourrait être le démarrage d'une nouvelle approche sur la base de ces engagements volontaires pour la période 2020-2030, à condition que ces engagements soient incrémentiels et qu'ils soient vérifiables. Merci de votre attention.